Alors, pourquoi est-ce que certains pays sont riches et d'autres, désespérément pauvres? C'est une question immense qui taraude les économistes depuis des siècles. Aujourd'hui, on va décortiquer une réponse qui a fait et qui fait encore beaucoup de bruit. Une réponse explosive proposée dans le livre IQ and the Wealth of Nations. Et c'est exactement cette question qui sert de point de départ aux auteurs du livre, Richard Lynn et Tatu Vananen. Pour eux, les réponses habituelles, les réponses classiques, ça ne suffisait pas. Il manquait quelque chose. Ils se sont donc mis en tête de trouver ce facteur manquant. Alors, pour bien comprendre leur raisonnement, on va suivre leur cheminement. On va d'abord jeter un œil aux explications classiques qu'ils écartent, puis on plongera au cœur de leur thèse, celle du facteur intelligence. Ensuite, on verra comment ils connectent tout ça à l'économie, et on terminera avec leur conclusion, qui, on va le voir, est assez radicale. Bon, allons-y, commençons par le début. Cette grande question, la richesse des nations, ce n'est pas vraiment nouveau. On pourrait dire que depuis Adam Smith, des générations et des générations de penseurs se sont cassés la tête pour essayer de percer ce mystère. Et justement, avant de nous avancer leur propre théorie, les auteurs prennent le temps de faire le tour de ce qui existe déjà. C'est une façon de poser le décor, en quelque sorte, de nous montrer pourquoi, d'après eux, il manquait vraiment une pièce maîtresse au puzzle. Alors, c'est quoi, ces fameuses explications conventionnelles? Le livre en passe plusieurs au peigne fin, et à chaque fois, le verdict est lui-même. C'est incomplet. On y retrouve un peu tout, les théories sur le climat, celles sur la modernisation, le rôle de la culture, la dépendance économique, même les sacro-saintes théories du libre marché y passent. Et pour Lynn et Vananen, le constat est clair. Oui, toutes ces idées expliquent un bout du truc, mais aucune ne donne la clé. Aucune n'explique vraiment la totalité du tableau des inégalités mondiales. Et c'est précisément là que le livre prend un virage à 180 degrés. Il sort complètement des sentiers battus pour avancer sa thèse centrale, celle du facteur intelligence. Et on ne va pas se mentir, c'est là que ça devient vraiment controversé. Leur postulat est brutalement simple. Pour eux, l'intelligence moyenne d'une population est si ce n'est le facteur déterminant de la richesse d'un pays. Voilà, c'est dit. Alors attention, pour être bien clair, quand il parle d'intelligence, il n'invente rien. Il se base sur une définition très officielle, celle de l'Association américaine de psychologie. En gros, c'est la capacité à comprendre des idées complexes, à s'adapter, à apprendre, à raisonner, tout ça quoi. Et l'outil qu'ils utilisent pour mesurer ça, c'est le fameux QI, le quotient intellectuel. C'est simplement un score, obtenu via des tests standardisés, qui mesurent les capacités cognitives. On fixe la moyenne à 100 et on regarde où les gens se situent par rapport à ça. Bon, et concrètement, ça donne quoi? Le livre présente ce tableau. C'est une compilation de différentes études pour estimer le QI moyen par grande région du monde. Et là, on voit des écarts assez nets, autour de 105 pour l'Asie de l'Est, par exemple, et puis des estimations plus basses dans d'autres régions. C'est vraiment important de noter que ce sont les chiffres présentés par les auteurs, ceux sur lesquels ils construisent toute leur argumentation. Mais attention, l'argument va encore plus loin. Le livre ne s'arrête pas à constater ces différences. Il affirme qu'elles seraient en grande partie héréditaires, donc d'origine génétique. Pour appuyer ça, il cite notamment des études sur les jumeaux. Ok, donc la thèse est posée. Maintenant, la grande question c'est comment est-ce qu'on passe de l'intelligence d'une population à la richesse d'un pays? Quel est le lien? Les auteurs commencent petits, à l'échelle de l'individu. Donc pour bâtir leur raisonnement, ils partent de la base, de l'individu. C'est leur point de départ. Parce que, d'après eux, c'est à ce niveau-là que le lien est le plus évident, le plus facile à démontrer. Ils prennent un exemple concret. Aux États-Unis, le livre rapporte une corrélation d'environ 0,35 entre le QI d'une personne et ses revenus. Et pour eux, ce n'est pas une simple coïncidence, non, ils y voient un vrai lien de cause à effet. Un QI plus élevé, ça mènerait à un meilleur salaire. Et comment expliquer ça? Le livre s'appuie sur des recherches, comme celle de Hunter et Hunter, qui montrent que le QI est un assez bon indicateur de la réussite professionnelle. Surtout pour les boulots les plus complexes. L'idée est assez simple au fond. Une personne avec un QI plus élevé serait plus facile à former, plus productive, et donc elle créerait plus de valeur. Et c'est là qu'ils font le grand saut. Les auteurs se disent « Ok, si ça marche pour une personne, pourquoi ça ne marcherait pas pour un pays tout entier ?» Au final, une nation ce n'est rien d'autre qu'une somme d'individus, non? Le livre décrit alors plusieurs mécanismes qui expliqueraient comment un QI national moyen plus élevé peut créer de la richesse. Par exemple, un meilleur niveau d'éducation générale, plus de scientifiques et d'ingénieurs pour innover, des entreprises et une administration mieux gérée, la capacité à produire des technologies complexes, mais aussi moins de gens coincés dans des emplois peu qualifiés et des dirigeants politiques qui prendraient de meilleures décisions économiques. Et pour couronner le tout, ils sortent la statistique choc.
Le livre affirme qu'il y a une corrélation très forte entre 0,50 et 0,70 entre le QI moyen d'un pays et son revenu par habitant. C'est vraiment la clé de voûte de leur argumentation, le chiffre sur lequel tout repose. Ce qui nous amène, logiquement, à la conclusion du livre. Et attention, c'est une conclusion, disons-le, assez brutale, avec des implications énormes pour notre vision de l'économie mondiale. La conclusion des auteurs est sans appel. Je vais la citer directement. Il sera impossible d'éradiquer l'écart entre les nations riches et pauvres, et il y a très peu d'espoir pour la plupart des nations pauvres de rattraper un jour les nations riches. C'est plutôt direct. Et pourquoi cet écart serait-il impossible à combler? C'est là qu'ils avancent leur argument le plus explosif. Pour eux, ces différences d'intelligence auraient une base génétique importante qui se serait développée sur des milliers d'années comme une forme d'adaptation aux différents climats de la planète. Alors bien sûr, le livre n'ignore pas les facteurs environnementaux comme la nutrition ou l'éducation, les auteurs en parlent. Mais pour eux, ça ne suffit pas à expliquer l'ampleur des écarts. Au final, leur conclusion, c'est que la composante génétique est déterminante et que par conséquent, les inégalités de richesse sont une réalité qui va probablement persister. On termine donc sur une question en suspens, une question que ce livre nous oblige à nous poser. Quelles sont les implications au fond d'une théorie qui lie si directement l'intelligence au destin économique d'une nation? C'est une question qui dépasse de loin le simple cadre de l'économie. Voilà qui conclut notre analyse du livre.